Bonsoir à tous, bienvenue dans Made in Africa, votre magazine économique 100% africain. Certains d'entre vous ont la chance d'être en vacances, d'autres le seront bientôt. Et qui dit vacances dit destination touristique. Dans ce domaine, notre continent semble de plus en plus attractif. En 2017, près de 62 millions de touristes internationaux se sont rendus en Afrique, soit une augmentation de 8% par rapport à 2016. Le secteur a généré près de 21 millions d'emplois sur le continent. Si l'Afrique de l'Est fait figure de locomotive, le secteur représentant 10% de son PIB. Qu'en est-il de l'Afrique de l'Ouest? Nous allons découvrir comment cette région s'active pour conquérir les touristes internationaux. Au sommaire ce soir, enquête sur le secteur du tourisme en Côte d'Ivoire. Si le pays compte de nombreux atouts avec ses plages, ses traditions culturelles et culinaires, l'offre proposée aux vacanciers reste encore peu développée. Nous allons voir comment les acteurs du secteur s'activent pour faire de la Côte d'Ivoire une destination de choix, avec à la clé une importante manne financière. Puis nous irons au Sénégal où les plages de Saly et de Casamance sont toujours la cote auprès de la clientèle internationale à la recherche d'hôtels offrant des packages. Mais vous allez le voir, le Sénégal mise aussi sur l'écotourisme dans des régions comme le Siné Saloum pour attirer les voyageurs en quête d'expériences plus authentiques. Avec une capitale économique qualifiée de hub de l'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire se positionne comme le 3e pays d'Afrique pour le tourisme d'affaires, derrière le Maroc et le Nigeria. Mais le pays n'est encore qu'à la 12e place pour le tourisme de loisirs. Offre encore peu variée, manque d'infrastructures pour accueillir les vacanciers. Tel est en partie le constat qui a motivé le lancement du plan Sublime Côte d'Ivoire, un plan gouvernemental qui veut faire passer le tourisme de 5,5% à 12% du PIB en 2025. Notre équipe s'est rendue dans l'ouest du pays, dans la région de San Pedro, à la rencontre des professionnels du tourisme pour comprendre le potentiel et les défis du tourisme en Côte d'Ivoire. C'est un reportage de Sarah Sisman, Ghislaine Donsa et Oscar Noël Sangan. Abidjan, salon du tourisme international, en avril dernier. Dans les allées, parmi une vingtaine de pays présents, la Côte d'Ivoire affiche fièrement sa culture et son patrimoine. Stand d'artisanat et de bijoux, séances de massage à base de cacao, le trésor national, ou encore promesses de découverte de sites exceptionnels. Objectif, attirer les investisseurs, vendre la destination Côte d'Ivoire aux touristes et aux visiteurs de passage. Il faut juste faire découvrir, il faut juste faire connaître ça. Il faut juste se donner l'occasion aux gens de savoir ce qu'il y a. Parce que si on ne sait pas ce qu'il y a, on sera toujours amené à voyager. On a les vacances et puis on va à l'extérieur. On a de très belles choses ici chez nous qu'on peut découvrir. Donc il faudrait développer des circuits pour que les gens puissent visiter les monuments, les parcs nationaux. Aujourd'hui, le constat est là. Si la Côte d'Ivoire rayonne dans le tourisme d'affaires, porté par la forte attractivité d'Abidjan, le pays est encore un challenger dans le tourisme de loisirs. Et ce, malgré ses 550 km de côte, ses forêts primaires et sa culture variée. Les raisons ? Une offre encore peu diversifiée, des hôtels en nombre insuffisant et des routes, dans certaines zones, devenues impraticables. Mais depuis quelques mois, la Côte d'Ivoire affiche une nouvelle ambition. Accueillir 5 millions de visiteurs d'ici 2025 et devenir la 5e puissance touristique du continent. Son arme, un plan baptisé Sublime Côte d'Ivoire. 3200 milliards d'investissements pour une dizaine de réformes. Sécurité, infrastructure, formation du personnel, développement de nouvelles routes touristiques. Pour saisir la réalité du terrain, nous avons embarqué depuis Abidjan, direction le Grand Ouest. Nous allons voir les potentiels de cette zone, mais aussi l'immense chantier qu'il reste à accomplir. Des plantations de cacao à perte de vue. Nous sommes dans la région de San Pedro, à l'ouest de la Côte d'Ivoire.
Ce jour-là, le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, est sur le terrain. Il n'est pas venu parler agriculture. Il est en pleine mission de repérage d'un futur circuit touristique dans ce centre de fermentation de cacao. Une fois que le cacao est sorti, après les 6 jours de fermentation, nous envoyons le cacao sur ces clés. Ce sont des clés qui sont là et qui permettent à cette équipe de temporaires d'être toujours dans les activités de tri et de lumière du cacao jusqu'à l'obtention de la qualité voulue. S'il écoute avec attention les explications du directeur d'exploitation, demain, le ministre l'espère, ce seront les touristes du monde entier qui viendront découvrir ce patrimoine, comprendre d'où vient le chocolat qu'ils consomment. Ce cacao, monsieur le ministre, c'est la richesse de la Côte d'Ivoire, tout comme les futurs touristes qui viendront peut-être. C'est la richesse de notre pays et certainement qu'avec ce cacao, ça va être un des produits d'appel touristique. On parle du cacao comme première richesse de notre pays et à partir de cela appeler les touristes pour en faire un autre pôle de croissance de notre économie. On va descendre par ici. Le ministre en est convaincu. Les touristes représentent une importante manne financière pour l'économie ivoirienne. La stratégie est en marche. Elle démarre aujourd'hui de manière très symbolique avec cet arbre planté dans la terre qui bientôt devrait donner ses fruits. C'est le point de départ de Sublime Côte d'Ivoire et sûrement que la croissance de cette plante va permettre de mesurer la croissance au fur et à mesure de la mise en œuvre de notre stratégie. Le tourisme pourrait permettre de générer des retombées dans toutes les régions, comme celle de San Pedro. Une station balnéaire connue surtout pour abriter le premier port mondial dans l'exportation de fèves de cacao. Un lieu de passage pour les hommes d'affaires et pour un petit nombre de touristes. Ce n'est donc pas par hasard si Siandou Fofana a choisi San Pedro pour présenter sa nouvelle stratégie. Il est venu rencontrer les acteurs du secteur, hôteliers, restaurateurs. Objectif, motiver les troupes. J'ai l'habitude de dire que le potentiel ne se consomme pas, mais le potentiel se transforme et se met en œuvre. Et cela ne peut se mettre en œuvre que si vous, acteurs du secteur, et nous, gouvernement, parlons le même langage et engageons la même dynamique. Le ministre compte notamment sur la création de nouveaux circuits touristiques qui passeront par San Pedro, mais aussi sur le développement de l'infrastructure hôtelière par les privés. Il faut que vous, les entités du secteur privé, vous preniez toute votre place pour que les meilleurs désormais se distinguent et que nous apportons un concours et un soutien fort pour devenir véritablement des acteurs majeurs du secteur et que des géants ne viennent pas les avaler. Parce que les grands qui viendront seront dans des hôtels 5 étoiles, mais il vous revient de faire des resorts et d'avoir des hôtels de 2, de 3 étoiles. Et c'est là-bas que la classe moyenne va s'orienter et à vouloir dépenser suffisamment de ressources. Un discours qui ne laisse pas indifférent cette jeune femme présente dans la salle. Pamela Manzan possède 2 hôtels à San Pedro. Nous la retrouvons à l'Enotel Beach, en bord de mer. Là, nous nous trouvons sur notre plateforme autour de notre piscine, qui est en face de notre restaurant à ciel ouvert. Donc nous avons le petit bassin, le grand bassin, et c'est l'endroit favori pour nos clients et touristes qui aiment bien se reposer autour de la piscine. Voilà. Et on fait aussi souvent des dîners galas, des réceptions. Cette plateforme peut contenir jusqu'à 500 personnes. Cette Ivoirienne de 35 ans est rentrée du Ghana pour reprendre l'hôtel familial en 2013. Elle y a investi 300 millions de francs CFA. Un parc luxuriant de 15 000 mètres carrés donnant sur la mer, une 50aine de chambres entièrement rénovées. Je vous présente notre mini-suite. Voilà, donc décoration typiquement africain, moderne et tout. Alors là, vous avez un couvre-lit qui est fait par des tisserands de Korogo. Coût de la nuitée, entre 30 000 et 45 000 francs CFA. Mais malgré ces tarifs abordables et tout le mal qu'elle se donne,
Pamela peine à remplir son hôtel. Je suis à 42%, 42,5% du taux d'occupation, déjà. Ce qui n'est pas énorme, parce que normalement, pour qu'un hôtel soit rentable, il faut qu'on soit autour de 50%. Et pour qu'on puisse se sentir très à l'aise dans notre travail, on puisse avoir une bonne marge, il faut qu'on soit autour de 70-80%. Je ne suis même pas à 50%, donc ce qui veut dire que ce n'est pas rentable du tout. Pour l'hôtelière, la raison est toute trouvée. La route, ou plutôt l'absence d'infrastructures routières de qualité, qui empêche les touristes d'accéder à son site. C'est tout un potentiel qui reste donc inexploité. C'est un immense gâchis parce qu'on n'a pas d'infrastructures routières qui permettent aux gens de venir découvrir cela. Mais une fois qu'on fait des photos, qu'on met sur les réseaux sociaux, qu'on met sur Internet, tout de suite les gens se demandent mais c'est où? Comme un appel du pied aux autorités qui ont promis de rénover la côtière dans le cadre du plan Sublime Côte d'Ivoire. Car aujourd'hui, depuis Abidjan, il faut compter 10 heures par la route pour rejoindre San Pedro. En cause, l'état dégradé de la côtière, devenu à certains endroits impraticable. S'il est d'autant plus important d'améliorer l'infrastructure routière, c'est qu'autour de San Pedro se trouvent de véritables coins de paradis. Des paysages de cartes postales, des kilomètres de plages sauvages bordées de cocotiers et de sable fin. Des lieux encore très préservés. Bienvenue à Grand Bérébi, dans la mythique baie des Sirènes. Sur une colline surplombant l'océan se dresse l'hôtel du même nom. Des bungalows de luxe en pleine nature. C'est dans ce cadre idyllique et coupé du monde que ce couple de Français est venu se détendre. Ils habitent Abidjan et ont voulu s'échapper le temps d'un week-end. On a été bien accueillis, on est venu nous chercher à l'aéroport de San Pedro. Le service, je dois dire, est vraiment de bonne qualité, on a été agréablement surpris. C'est facile pour les enfants et les familles de s'y baigner, c'est relativement sécurisé. Et l'eau est magnifique, enfin, il y a plein de couleurs de bleu différentes, voilà, et c'est encore sauvage. Sauvage, mais aussi très difficile d'accès, si bien qu'aujourd'hui, seule une petite minorité profite de ce lieu exclusif en empruntant l'avion depuis Abidjan. Si l'un des enjeux clés du tourisme est donc de développer les infrastructures, un autre enjeu est de proposer une nouvelle offre de voyage dans des zones encore inexploitées. À 4 heures de route de San Pedro, direction le parc national de Taï, situé à l'extrême ouest de la Côte d'Ivoire, à la frontière du Libéria. C'est l'une des dernières forêts primaires d'Afrique de l'Ouest, un trésor encore peu connu des touristes. Ici, sous cette canopée, sur 4500 km², plus de 1800 espèces végétales, 300 espèces d'oiseaux et de mammifères, dont l'une des plus importantes populations de chimpanzés d'Afrique de l'Ouest. Hyacinthe est éco-guide dans le parc de Taï depuis 9 ans. Il connaît la forêt comme sa poche. Son travail consiste à pister, à observer les chimpanzés et à les habituer à la présence humaine. Il nous conduit aujourd'hui à travers la forêt. Ce table-là, c'est le Picta d'Iniamstrom. Les chimpanzés utilisent les contreforts pour communiquer. Quand il arrive, il se concentre pour pouvoir épuiser la force et il saute du coup. Il monte. Avec même les 4 membres, ils tapent. Quand ils tapent, si les autres sont au loin, ils attendent. Allez, ils savent qu'ils sont au nord, on y va. C'est un cri de ralliement. C'est un cri de ralliement, de communication. Voilà. Il faut dire communication parce que quand ils le font, ça permet aux autres de savoir où ils se trouvent. Pour avoir la chance de les apercevoir, il faut rejoindre un campement en pleine forêt primaire où nous passerons la nuit. Pour seule embarcation, une pirogue qui remonte la rivière Anna, jonchée de troncs d'arbres. Et parfois,
il faut improviser pour se frayer un chemin. Tu as besoin d'un pas supplémentaire, non? Enceinte. Attention, ton truc là. Après quelques minutes d'effort, le guide parvient enfin à hisser la pirogue au-dessus du tronc. Attention, le truc là, hélice là, hélice là. Enfin, l'hélice. Là, voilà. Nous allons pouvoir reprendre notre route. Mais nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Il faut ensuite marcher 2 heures pour arriver au seul campement de la forêt, le campement des chimpanzés, où nous passerons la nuit. Merci beaucoup. Ouais. Je pense que... Il est 5 heures du matin. C'est dans cette cabane, protégée par une simple moustiquaire, que nous avons dormi. Un campement rustique, sans eau courante, sans électricité et sans réseau de communication. Les éco-guides et les agents de l'OIPR, l'Office ivoirien des parcs et réserves, qui assure la protection et le suivi écologique, sont de retour de leur point d'observation. Mauvaise nouvelle. Hier, vous savez que les chimpanzés, ils sont dans leur milieu naturel. Donc hier, ils sont allés de l'autre côté de la rivière, donc on les a perdus. Aussi, on avait des bateaux avec des points précis. Quand ils traversent, on peut utiliser ce bateau pour aller de l'autre côté. Équipés d'une seule barque, ils ne peuvent pister les chimpanzés au-delà de la rivière. Être guide en pleine forêt primaire, un contexte unique qui rend la tâche difficile et requiert des moyens que les guides souhaitent obtenir au plus vite. On n'a pas tout ce qu'il faut, on manque de moyens de communication, comme par exemple des walkie-talkies, comme nous sommes en forêt, voilà, il n'y a pas de réseau partout. Nous repartons avec Hyacinthe. Malheureusement, on n'a pas vu les chimpanzés. Ils nous ont fait un faux coup. Voilà. Peut-être on aura la chance de voir les hippopotames. Ouais. Le campement chimpanzé, tout comme l'écotel, un autre écolodge situé à l'entrée du parc de Taï, sont gérés par un opérateur privé. Karl Diakité vient d'en reprendre la direction. Il n'accueille pour l'instant qu'une dizaine de touristes par mois, mais il a de grandes ambitions pour développer l'écotourisme dans la région. Nous, on vient en tant qu'acteur économique pour essayer d'ouvrir les portes de ce parc à une clientèle beaucoup plus grosse qu'elle ne l'était avant. Il y a tellement de choses à refaire qu'il faut y aller step by step, mais notre vision est très carrée et on croit que ce parc a tellement de potentiel que voilà, il n'y a pas de raison pourquoi ça ne marcherait pas. Du potentiel, la Côte d'Ivoire n'en manque pas. Et parfois, toutes les conditions sont réunies pour des moments de magie, comme cet après-midi, de retour à Grand Bérébi. Sur les bords du fleuve Néro, cette touriste ivoirienne va vivre une expérience unique à la rencontre des singes sauvages qui se laissent approcher de très près, moyennant un peu de nourriture. Sabine, comment vous trouvez cette expérience? Ah, magnifique. Très magnifique, vraiment. C'est ce genre de moments et d'émotions que la Côte d'Ivoire veut susciter auprès des touristes du monde entier, à l'ouest comme dans les autres régions du pays. Et en plateau pour débattre, nous retrouvons Marie-Reine Koné, PDG d'Afrique Voyage et présidente de l'Association des professionnels du voyage en Côte d'Ivoire, Pamela Manzan-Enoblé, directrice générale du groupe Enotel San Pedro, et Daniel Andy, conseiller technique chargé des projets au ministère du Tourisme et des Loisirs. Bonsoir mesdames, bonsoir monsieur. Alors, on l'a vu, la Côte d'Ivoire a un grand potentiel, on est d'accord, mais aujourd'hui, peu de touristes internationaux choisissent de venir y passer leurs vacances. Pourquoi? Je commence par vous. Pourquoi? Alors, effectivement, nous, les agences de voyage, nous avons très probablement des explications. Tout d'abord, le développement du tourisme ne peut se faire que par le développement du e-commerce. Comme l'a dit tout à l'heure madame dans le reportage,
dès qu'on paraît sur des réseaux sociaux, dès qu'on paraît sur le web, tout de suite, les structures sont connues et suscitent l'envie. Or, aujourd'hui, le e-commerce en Côte d'Ivoire est impossible à notre niveau. Il nous est impossible de vendre des destinations. Nous avons des sites qui sont des vitrines seulement, mais qui ne sont jamais des points de vente. On y reviendra sans doute. J'ai besoin de la perspective du gouvernement. Pourquoi beaucoup de potentiel, peu de touristes choisissent la destination de Côte d'Ivoire pour leurs vacances? Alors, je ne dirais pas que peu de touristes choisissent la destination Côte d'Ivoire pour leurs vacances. Seulement, ce qu'il faut retenir, c'est que la Côte d'Ivoire a ce potentiel en tourisme d'affaires sur lequel il a axé en fait toute son orientation. Et aujourd'hui, le gouvernement, dans sa nouvelle vision, veut encore donner plus d'élan au secteur des loisirs, parce que nous estimons que le tourisme d'affaires, pour lequel nous avons la 3e position africaine, devrait, lors des séjours des hommes d'affaires, aboutir sur un tourisme de loisirs. Pamela Enoblé, dites-nous, quels sont les atouts aujourd'hui qu'il faut absolument valoriser pour booster aujourd'hui le tourisme en Côte d'Ivoire, selon vous? Alors, selon moi, en fait, on va dire, déjà, moi, la zone que je maîtrise le plus, c'est la zone du sud-ouest. Ouais. Donc, toute la côtière, San Pedro et tout ça, je trouve que les plages là-bas sont extraordinaires. Chaque fois que je sors de mon hôtel et que je vais à Beribi ou à Dawa, même moi, c'est toujours waouh à chaque fois. Mais après, l'infrastructure routière, c'est des trous, c'est tout ça. Donc pour moi, là, aujourd'hui, c'est notre problème, c'est vraiment les routes. Alors, la question maintenant des challenges auxquels vous faites face en tant qu'agence de voyage. Quels sont les challenges? Vous avez parlé tout à l'heure du problème du e-commerce. C'est une chose. Est-ce qu'il y a d'autres challenges? D'autres challenges? Oui, bien sûr, parce que nous ne sommes que nous sommes des sociétés de services, nous, agences de voyage. Donc, nous ne faisons qu'assembler ce qui existe pour le proposer à un client. L'existant n'est pas encore satisfaisant. Nous avons besoin d'infrastructures, hôtels, routes, évidemment, mais nous avons besoin de distractions. Parce que, vous avez besoin, vous l'avez dit 2 ou 3 fois, il n'y a pas assez d'offres finalement? Mais non, il n'y en a pas. Nous avons à Abidjan, nous avons un certain nombre d'offres déjà, mais qui ne favorisent que vraiment le tourisme d'affaires. Nous espérons, et par le programme de Sublime Côte d'Ivoire, qui est quelque chose, ce n'est pas un programme, c'est une stratégie, comme le disait monsieur, cette stratégie nous permet, nous, de rêver et d'avoir des orientations et des visions. Alors, elle suggérait tout à l'heure que, comme vous le disiez, que le tourisme d'affaires puisse driver quelque part le tourisme de loisirs et qu'il n'y a pas suffisamment d'offres en termes de circuits. Pourquoi est-ce qu'on en est là? Nous faisons tous le constat que le tourisme d'affaires devait déboucher in fine sur un tourisme de loisirs dans l'optique de fidéliser en fait ce touriste qui vient juste pour 2 ou 3 jours pour une conférence ou un séminaire. Tourisme de loisirs, oui, mais avec quelle offre? Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a fait sa mue avec son passé récent et le gouvernement a inspiré aujourd'hui une stratégie de développement touristique. On est d'accord pour la stratégie? Cette stratégie qui est à l'horizon 2025 envisage de faire en sorte qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, vous ayez plusieurs pôles de loisirs. Et les pôles de loisirs, vous les avez au niveau du balnéaire sur Abidjan, au niveau de l'écotourisme sur la route des éléphants, la route qui a fait objet en fait, de la visite du ministre des Touristes et des Loisirs avec son équipe. Vous avez également la route des Rois qui part de l'Est, du Sud-Est et du Nord-Est. Et vous avez un partenariat avec le ministère de la Culture. J'essaie de vous suivre, mais on veut essayer de comprendre concrètement comment est-ce que la route des éléphants, par exemple, comment est-ce que vous allez la vendre aux touristes étrangers, par exemple? C'est quoi le plan? Le ministère, en tant qu'entité gouvernementale, n'a pas vocation à aller vendre des circuits. Le ministère a un partenariat avec les acteurs du secteur, tels que Madame connaît éventuellement ici. Et donc, c'est ces partenariats que nous nouons avec ces opérateurs-là qui permettent la vente de ces différents circuits. Mais en amont, les opérateurs sont d'accord avec moi. On souhaiterait bien sûr que ces circuits-là soient sécurisés, qu'on ait des réceptifs hôteliers adéquats, qu'on ait des infrastructures routières adéquates et que ce touriste qui se déplacerait de la France ou de n'importe quel point du monde
pour faire le circuit, que in fine son circuit soit agréable, son séjour soit agréable. Alors apparemment, toute votre attention est tournée sur 2025. C'est des choses à faire, c'est des circuits à construire, c'est des choses à bâtir, et ce n'est pas encore fait, on est bien d'accord. Ça ne voudrait pas dire que de maintenant à 2025, rien n'est fait. C'est une stratégie sur 7 ans, 2018-2025. Alors, quels sont les investissements qui sont prévus en ce moment dans le secteur, en termes d'infrastructures hôtelières? Est-ce qu'il y a des chaînes qui annoncent leur arrivée? Nous avions le Movenpick qui est en chantier aujourd'hui sur le plateau. Nous avons des chaînes comme le Four Seasons qui doivent s'installer sur la baie de Cocody. Nous avons le Novotel qui doit s'installer sur la route de l'aéroport. Et nous avions une chaîne que nous voulons développer nous-mêmes qui est la chaîne Kama qui doit se déployer au niveau des villes secondaires. Alors, c'est intéressant. Alors, il y a les hôtels, mais également la qualité de l'accueil des touristes, parce que ça aussi, c'est une chose. Est-ce que c'est un point qui est important, Marie-Reine Koné? La Côte d'Ivoire est un pays d'hospitalité. J'en suis la preuve. Mais ce n'est pas un pays où le service est une référence. On ne sait pas ce que c'est que le service. Et le service à tous les niveaux. Le service au niveau de l'accueil à l'aéroport, le service dans un bus, le service dans un restaurant, le service dans un hôtel. On ignore ce que c'est. Pourtant, on a des établissements de formation sur place. Est-ce que ça exige, selon vous, des formations spécifiques? Qu'est-ce qu'il faut? Nous constatons ici qu'en Côte d'Ivoire, les écoles de formation pour le tourisme, agences de voyage, hôtellerie, etc., s'adressent essentiellement à des personnes qui sont en situation d'échec scolaire. Or, il ne nous faut pas ça. Quand vous allez dans un pays comme l'Égypte, vous discutez avec un guide, c'est quelqu'un qui a un bac plus 5, qui est un érudit, qui sait de quoi il parle. Je vais me tourner maintenant vers le conseil technique. Il est un peu plus positif. Alors, dites-nous finalement, est-ce qu'on y songe, est-ce qu'on y pense des formations? Est-ce que ça fait partie du plan, la formation des personnels et des agents qui travaillent dans le secteur du tourisme? Bien sûr. Une des réformes phares, c'est bien la formation. Le secteur de la formation. Et comme je le dis, dans la projection, nous envisageons former 375 000 personnels, professionnels du secteur du tourisme, avec, c'est énorme. Avec 230 000 formations qualifiantes. Alors, vous avez investi 300 millions pour la rénovation de votre établissement. Vous dites que vous n'êtes pas encore rentable, donc le retour sur investissement ne se voit pas. Vous êtes pourtant encore dans l'activité, vous y croyez. Est-ce que vous pensez que l'avenir pourrait faire que la Côte d'Ivoire serait, le tourisme en Côte d'Ivoire serait une des prochaines richesses de notre pays? Quand il y a eu Sublime Côte d'Ivoire, j'étais vraiment très honorée. Mais je veux vous dire, mon père m'a dit vraiment, je te souhaite bonne chance ma fille, parce que moi j'ai rêvé aussi de voir San Pedro se développer. Maintenant tu as repris l'hôtel, je n'ai encore rien vu. Donc j'espère que vous allez donner tort à mon père et que vous allez faire quelque chose de merveilleux pour qu'on puisse voir cette ville-là vraiment éclore. C'est pas normal que San Pedro, qui ramène quand même un bon chiffre à la Côte d'Ivoire, puisse se retrouver dans cette situation-là. Donc j'y crois. J'y crois, c'est pour ça que je suis toujours là et que je m'accroche en fait. Voilà. Alors vous y croyez, évidemment le gouvernement y croit, nous y croyons aussi. Et oui, nous l'avons vu dans ce premier reportage, la Côte d'Ivoire a de nombreux atouts, aussi de nombreux défis à surmonter pour devenir une nation touristique de premier plan. Nous allons maintenant nous envoler pour le Sénégal qui s'est imposé comme une destination touristique incontournable en Afrique de l'Ouest depuis les années 80. Nous allons essayer de comprendre ce qui a fait le succès du Sénégal et en quoi le pays tente aujourd'hui de se réinventer pour attirer une nouvelle clientèle en quête de dépaysement et d'authenticité. Tourisme, le modèle sénégalais, un reportage de Thomas Diego Badia et Oscar Noël Sangan. La plage de Pointe-Sarène, sur la Petite Côte, à 100 km au sud de Dakar. Une longue étendue de sable sauvage et déserte, paradis des promeneurs solitaires, mais plus pour très longtemps. Sur ce chantier situé à moins d'1 kilomètre de là, un homme a rendez-vous dans une villa. Bonjour. Vous allez bien? Bien, merci et vous? Bien. Bienvenue à Pointe-Sarène. Merci beaucoup. Celle qui le reçoit n'habite pas ici. C'est la commerciale de Skyhalim, une société immobilière sénégalaise. Voilà notre villa témoin. Là, vous avez la première version qui fait 275 mètres carrés. Les 75 mètres carrés concernent le porche, c'est-à-dire la terrasse. Le toit est assez haut.
Un bien qui intéresse particulièrement ce Sénégalais, à la recherche d'une résidence secondaire proche de l'océan. Pour se l'offrir, il devra débourser 170 millions de francs CFA. Cette villa fera partie d'un complexe résidentiel et touristique. Combien de villas ? 135 villas et 25 piscines. Ça, c'est la zone commerciale. Donc à l'intérieur, vous aurez des restaurants, des fast-food, des casinos. Nous voudrions que la communauté qui va habiter à Giant Resort puisse avoir les privilèges d'une résidence, mais aussi toutes les commodités d'un hôtel 5 étoiles. La zone est pour l'instant une vaste étendue désertique. Située à seulement 45 minutes du nouvel aéroport international Blaise Diagne, des promoteurs immobiliers comme Skyhalim n'ont pas hésité à y investir 18 milliards de francs CFA. Ils croient au boom de la région, porté par des Sénégalais fortunés, mais aussi et surtout par des touristes. En fait, si nous nous installons au niveau de la Pointe Sarène, c'est parce que tout simplement c'est une zone touristique d'avenir. On a une très belle côte à côté, on a beaucoup d'autres endroits touristiques qui sont environnantes. Et puis il y a l'accessibilité, parce qu'il y a beaucoup de routes qui sont un petit peu... Ça devient un endroit carrefour en fait, parce qu'il y a beaucoup de routes qui se joignent ici. Et voilà, il y a l'environnement aussi. C'est préservé, c'est une zone très préservée. Une côte préservée qui aura bientôt changé de visage. Car d'ici 5 ans, hôtels de luxe, golf ou encore marina devraient sortir de terre. Au final, c'est une nouvelle station balnéaire haut de gamme qui verra le jour à l'initiative du gouvernement sénégalais. C'est le résultat d'une stratégie offensive du pays pour consolider sa place de leader du tourisme de loisirs en Afrique de l'Ouest. Le Sénégal est un des pays les plus visités de la région, et ce depuis 40 ans. Dès les années 80, le pays devient une destination de choix pour les touristes occidentaux en quête de dépaysement et de soleil à prix abordable. Avec ses 500 km de plage et ses paysages splendides, le Sénégal attire des voyageurs du monde entier. 1 300 000 en 2017. Mais dans la région, de nouvelles destinations ont émergé ces dernières années, concurrençant le Sénégal. Le Maroc et la Tunisie sur le tourisme balnéaire, la Côte d'Ivoire pour le tourisme d'affaires. Alors pour se distinguer de ses rivaux, le pays veut séduire une clientèle à la recherche d'un voyage différent, hors des sentiers battus, plus authentique. Pour le Sénégal, l'enjeu est crucial. Le tourisme est un des moteurs de l'économie. Pendant plus de 30 ans, la réputation du Sénégal à l'international s'est principalement bâtie sur une destination, la station balnéaire de Saly. Avec ses plages bordées de cocotiers, ses hôtels 4 étoiles, ses boîtes de nuit et son casino, Saly attire chaque année des milliers d'Occidentaux, des touristes majoritairement français et belges en quête de soleil et de sable fin. À nos vacances. À nos vacances. Wow. Le Palm Beach est un des plus anciens hôtels de la station balnéaire. C'est aussi l'un des plus grands. Plage privée, piscine, salle de sport et 260 chambres, de la suite avec vue sur la mer à la chambre standard. Comme chaque jour, Gloria Gomis fait le tour des chambres avant l'arrivée des clients. Ça sent bon dans cette chambre. Hein. Une belle corvée de fruits. Donc, c'est pour des clients qui arrivent maintenant? Oui. On prévoit ces petites attentions personnalisées qui font que le client, quand il arrive, il est agréablement surpris et ça fidélise aussi les clients. Donner l'envie aux clients de revenir au Palm Beach, c'est bien le but de Gloria Gomis. Car à Saly, la concurrence entre les hôtels est féroce. Une dizaine d'établissements de la station balnéaire sont positionnés sur le même type d'offre, le all-inclusive, c'est-à-dire le tout compris. Le all-inclusive permet aux clients du Palm Beach d'être logés en chambre double, de boire et de manger à volonté aux différents restaurants et bars du club. Et ce, pour un tarif pouvant aller, suivant la saison, de 350 000 à 700 000 francs CFA par couple pour une semaine.
Les clients peuvent aussi participer gratuitement aux nombreuses activités proposées par les animateurs. Une ambiance de fête, des tarifs avantageux et un cadre idyllique, voilà les raisons pour lesquelles ces touristes ont choisi Sali. Ça revient moins cher aussi et il n'y a pas le souci de ce qu'on va manger, ce qu'on va pas manger, rien réparer. S'occuper de rien, c'est génial, c'est des vacances. Il ne faut pas débourser plus d'argent sur le côté, on a un choix varié au niveau du menu du restaurant, on a toutes les activités qui vont avec, on ne se casse pas la tête, quoi. Si le all-inclusive a longtemps fait les beaux jours de Sali, la destination a connu un coup d'arrêt à partir de 2013. En cause notamment la situation tendue dans les pays voisins du Sahel et l'instauration de visas pour les étrangers, supprimés depuis. Alors pour remplir son hôtel, le directeur du Palm Beach a changé de stratégie. Il a baissé ses tarifs de 25 à 40% pour attirer une clientèle locale au pouvoir d'achat moins important. C'est comme ça, par des coups de pub et de communication, nous avons réussi à nous faire connaître par d'abord les Sénégalais et la sous-région. Et aujourd'hui, en basse saison, ces clients-là constituent l'essentiel de notre business. Un pari payant. L'hôtel afficherait les mêmes taux de remplissage qu'avant la crise de 2013, 70% en moyenne l'année dernière. Mais si le tourisme a repris à Sali, les voyageurs semblent avoir de nouvelles envies, quitter les plages bondées pour partir à la découverte du pays et de ses habitants. La tendance qui se développe au Sénégal, c'est l'écotourisme. Un tourisme responsable, centré sur la découverte de la nature et des cultures locales. Bienvenue dans le Ciné Saloum, à 3 heures de route au sud de Dakar. Entre mangroves, lagunes et cordons sablonneux. Ce paysage unique au monde attire les voyageurs en quête de dépaysement, comme ces 3 touristes françaises. Bonjour la famille, tout va bien? Ça va bien, ouais, c'est pas quoi, hein? Ouais, à santé, ouais. Au programme ce matin, une balade en pirogue de 3 heures sur les Bollons, des canaux naturels entourés de palétuviers. Une immersion à travers les 76 000 hectares de nature préservée du parc national du delta du Saloum, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce décor, ces jeunes femmes voulaient à tout prix le découvrir. Nous venant de l'Occident, on n'a pas trop la mangrove ni les bollons à côté de chez nous. Donc on ne peut pas trop voir, on n'a pas trop accès à ce genre de paysage, du coup c'est l'occasion d'y aller. Et de voir des animaux, les vols d'oiseaux, là, comme on a vu il y a 5 secondes. Voilà. Des vols d'oiseaux au-dessus de la mangrove, c'est la carte postale du delta du Ciné Saloum. Car la région est un paradis pour l'observation ornithologique. 95 espèces différentes nichent ici. On a comme des oiseaux comme les aigres pêcheurs, et les flamants des fois il y a les flamants, même il y a des marabouts. L'excursion se poursuit sur cette île déserte, une des 230 du labyrinthe naturel qu'est le Ciné Saloum. Paco, le guide, veut faire goûter à ses clientes un fruit typique de la région, le pain de singe ou fruit du baobab. C'est avec le fruit qu'on met bouilli en pot et on prend du lait et on le boit comme ça. Découvrir la faune et la flore ainsi que les coutumes locales, c'est aussi ce qui a poussé ces voyageuses à venir ici, loin du tourisme de masse de Sali. C'est beaucoup plus cool pour nous en tant que touristes, l'authenticité et voir comment ils mangent, comment ils vivent, comment ils se douchent, enfin des trucs tout cons qui sont beaucoup plus intéressants quand on va directement dans les trucs pas trop touristiques comme ça, quoi. Mais ces jeunes femmes, en quête d'authenticité, ne sont pas les seules à être attirées par les grands espaces du Ciné Saloum. Pour capter cet afflux de voyageurs, ils sont une 50aine d'hôteliers à avoir ouvert leur établissement. L'offre est très variée, de l'écolodge rustique construit en matériaux locaux à l'hôtel luxueux avec piscine à débordement.
Convaincu du potentiel touristique de la région, Denis Mancière a ouvert le Swimanga Lodge en 2007. Un hôtel coupé du monde au cœur de la mangrove. Ce matin, le Français de 63 ans fait le tour des chambres avant l'arrivée des touristes. Des chambres à la décoration soignée et intimiste reliées à la lagune par un petit ponton de bois. Une idée du propriétaire pour plonger le voyageur au cœur de la nature sauvage qui s'offre devant ses yeux. Quand on est au bout de ce ponton, on est complètement isolé, puis on est au bord de l'eau, au-dessus de l'eau, dans la mangrove. Donc c'est vraiment très très agréable. Avec le soleil devant, le matin, là, c'est très très agréable. Toujours une petite brise qui rafraîchit. Ce paysage, Denis Mancière en est tombé amoureux il y a 15 ans, lors d'un voyage au Sénégal avec des amis. Après quelques mois de réflexion, il vend son agence immobilière et quitte Paris pour se lancer dans l'hôtellerie dans le Ciné Saloum. Ce passionné d'ornithologie investit 1 milliard de francs CFA pour construire un hôtel haut de gamme, un positionnement alors assez nouveau dans la région. Il y avait beaucoup de petits hôtels qu'on appelle ici des campements, et je ne souhaitais pas me positionner dans ce créneau de campement. Il y en avait déjà beaucoup qui avaient du mal à fonctionner. Donc j'ai tout de suite choisi ce positionnement d'hôtel bonne gamme et de charme, avec l'épicurie, la bonne cuisine, belle décoration, etc., etc. Séjourner dans cet hôtel de charme n'est pas à la portée de tous les touristes. Une nuit en demi-pension coûte entre 140 et 180 000 francs CFA suivant la saison, un prix qui peut décourager une clientèle locale. Alors afin que son hôtel soit rempli toute l'année, Denis Mancière baisse ses prix de 15% pour les résidents du pays. Les touristes ne viennent pratiquement que l'hiver, pendant la haute saison, alors que les résidents ils sont appelés à venir toute l'année, y compris pendant la basse saison, comme en ce moment l'hivernage. Donc c'est pour ça qu'on les favorise en leur faisant un tarif réduit. L'écotourisme ne profite pas seulement à Denis Mancière et aux autres hôteliers de la région. Certains villages du Ciné Saloum, comme Djilor, bénéficient des retombées économiques. Dans cette petite maison, une dizaine de femmes sont en plein travail. Elles viennent de recevoir une dizaine de kilos de mangue fraîche qu'elles découpent minutieusement. On fait des confitures, on fait des mangues séchées, on fait des mangues roulées, on fait des sirops, on fait des mangues tranchées, il y a tout ici. Au total, une vingtaine de produits différents. Si ces femmes ont créé ce petit business en 2009, c'est parce qu'elles ont compris l'opportunité que représentait le développement touristique dans la région. Au village, vous avez vu que la mer, il y a les hôtels, il y a les campements, les touristes viennent tous les jours. Presque, il n'y a pas de rupture de tourisme dans toute l'année. Car le village de Djilor est devenu un point de passage obligé des circuits touristiques dans le Ciné Saloum. Pendant leur balade en charrette, ces deux touristes belges ont tenu à s'arrêter ici pour partager quelques minutes le quotidien de ces Sénégalaises. C'est toujours mieux de voir comment ça se produit et puis après acheter. En plus, on parle un peu aux femmes, on voit dans quelles conditions elles le produisent et tout. Grâce aux touristes, mais aussi aux hôtels des environs qui viennent presque tous se fournir ici, Yandé Diagne et ses collègues ont réalisé un chiffre d'affaires de 4 millions de francs CFA l'année dernière. Surtout, elles ont créé une cinquantaine d'emplois à Djilor, pas rien dans un village de 2000 habitants qui souffre de l'exode rural. Si tout va bien, tout le monde va bénéficier de l'emploi. Ce n'est pas la peine d'aller à Dakar. Ce que tu cherches à Dakar, tu l'as trouvé dans ton village. Pour attirer toujours plus de touristes, le Sénégal compte sur ses villages authentiques et ses paysages de cartes postales, mais il s'appuie aussi sur son patrimoine historique et culturel. Pour le mettre en valeur, un musée a ouvert il y a quelques mois en plein cœur de Dakar, le musée des civilisations noires. Sur 3 étages, on trouve des vestiges des premiers hommes apparus en Afrique il y a des millions d'années ou des œuvres d'art contemporaines. Au total, 1300 pièces venues de tout le continent, mais pas seulement. Et dans cette salle, on va parler de l'Afrique berceau de l'humanité. Et ce baobab a été fait par un Haïtien du nom d'Edouard Duval-Cary. Les Haïtiens, comme les Afro-descendants du monde entier,
C'est justement le public que cherche à attirer le directeur de l'agence de promotion touristique sénégalaise. L'objectif, faire du Sénégal la porte d'entrée sur le continent de la diaspora africaine. Un certain focus est mis en direction des Africains et de la diaspora pour créer dans l'imaginaire de la diaspora et du monde noir ce que, par exemple, Paris représente pour les Occidentaux. Si aujourd'hui nous avons en France plus de 6 millions de Noirs, aux États-Unis 40 millions de Noirs américains avec un pouvoir d'achat de 700 milliards de dollars, vous comprenez que dans ce travail, le Sénégal a tout à offrir et tout à gagner. Tourisme balnéaire, écotourisme ou encore tourisme mémoriel, le Sénégal joue désormais sur tous les tableaux, avec l'objectif d'attirer toujours plus de touristes et la manne financière qui va avec. Eh bien, nous revenons du pays de la Teranga. J'ai envie de vous poser la question à vous, Pamela Manzan. Que vous inspire ce reportage ? Je suis très émerveillée parce que je viens de voir. C'est beau, c'est très joli. Et puis, je me rends compte qu'on a beaucoup à apprendre du Sénégal, déjà. Et que ce soit dans le service, dans leur manière de travailler, de présenter leur pays. Et on voit que le tourisme se développe là-bas. Ils ont vraiment, je pense que le gouvernement a vraiment pris à cœur ce domaine-là. Et parce que de toutes les manières, il faut une volonté politique. Hein. Donc on a beau dire ce qu'on dit, mais si derrière on n'a pas une volonté politique, ça ne pourra pas marcher. Et là-bas, on voit bien qu'il y a cette volonté, puisque maintenant, on est en train de quitter Saly, on va vers de nouvelles destinations et c'est magnifique à voir. Volonté politique, belle transition. Ouais. Daniel Andy, alors qu'est-ce que vous retenez de ce reportage qu'on vient de voir ? Mais bon, de ce reportage sur le Sénégal, je retiens que la Côte d'Ivoire est sur la bonne voie. Sur la bonne voie. Sur la bonne voie, parce qu'effectivement, cette volonté politique qui a été affichée depuis 2005, je crois, pour le Sénégal, aujourd'hui est affichée et manifestée au niveau du gouvernement ivoirien. Et je pense que nous pouvons nous inspirer de ce qui est bénéfique au niveau du Sénégal pour parfaire, en fait, la destination Côte d'Ivoire. Et surtout l'écotourisme qui est un pan essentiel pour la stratégie de développement en Côte d'Ivoire. Intéressant. Alors, Marie-Reine Koné, on a vu le Sénégal avec tous ses atouts. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui, est-ce qu'on peut analyser en fait ce qui fait aujourd'hui que le Sénégal est une destination de choix pour les touristes ? D'abord, ils ont su développer le tourisme de masse. Et ça, c'est très important, parce que le tourisme de masse oblige le Sénégal à offrir des infrastructures. Nous n'avons jamais opté pour le tourisme de masse. Et un circuit en all-inclusive, c'est impossible. Ça coûte trop cher ici. Donc le Sénégal a su, bien avant tout le monde, ici en Afrique de l'Ouest, développer le tourisme de masse. Ouais. Alors, on a constaté quand même là-bas qu'ils sont sur tous les terrains. Hein. Stations balnéaires, parcs naturels, dans le Ciné Saloum, tourisme culturel. Ils jouent sur tous les tableaux. C'est vers ça qu'on va en Côte d'Ivoire aussi ? C'est effectivement vers ça qu'on part en Côte d'Ivoire. Mais je voudrais rappeler deux petits chiffres pour rassurer en fait nos dames sur le plateau. C'est vrai, le Sénégal communique beaucoup, et il faut le dire. Mais les chiffres nous disent autre chose. Ça va vous surprendre. Le flux touristique au niveau du tourisme, au niveau des touristes internationaux pour le Sénégal, c'est 1 300 000. Pour la Côte d'Ivoire, c'est 1 900 000. Ça génère 482 milliards de francs CFA pour le Sénégal, contre 1114 milliards pour la Côte d'Ivoire. Cette mise au point, c'est intéressant, mais là-bas, leurs hôteliers, ils s'en sortent beaucoup mieux que les nôtres, donc il est important qu'on fasse rapidement cette migration. Non, je ne peux pas vous le dire ainsi. Allez-y. Non, c'est parce qu'aujourd'hui, vous voyez la station de Salut Portudal. Renseignez-vous bien. Vous avez des hôtels qui ont fermé. Des hôtels qui ont fermé. Et c'est bien ce que je dis. Quand on fait la promotion d'une destination, nous communiquons sur ce qu'il y a de plus attractif. C'est ce qui est normal. Le Sénégal le fait bien et l'a même bien fait. Alors, vous voulez réagir ? Oui, je veux réagir parce que ce qu'il y a, nous, ici, nos hôtels, ce sont bien... Il y a quelques chaînes.
mais ce sont des chaînes d'affaires, ce ne sont pas des chaînes de loisirs. Or, au Sénégal, nous avons l'enseigne Fram, nous avons l'enseigne Jet Tour, nous avons l'enseigne Club Med. Ce sont des enseignes qui drainent un grand nombre de touristes. Et ça, c'est très important, parce qu'un promoteur sénégalais, de nationalité sénégalaise, peut investir dans le tourisme. Il va construire sa structure, mais il ne va pas la gérer. Et cette enseigne va faire tout le travail de la promotion, du lancement de la structure hôtelière. Et le propriétaire n'en aura qu'une location. Oui. Mais ce sera déjà beaucoup moins de risques. Un des points importants, c'est le visa d'entrée. Le Sénégal a supprimé les visas d'entrée. Ça a été efficace pour faire revenir les touristes. Vous parliez d'hôtels qui ont fermé. On sait bien qu'il y a eu les problèmes de sécurité dans la zone, etc., dans le Sahel. Aujourd'hui, est-ce que ça fait partie de la stratégie de la Côte d'Ivoire de supprimer des visas d'entrée? Et est-ce que la réflexion est en cours? D'accord, ok. J'aime bien la deuxième partie de la question, effectivement, parce que tout à fait, aujourd'hui, la réflexion est en cours. Mais quand vous supprimez les visas, vous êtes d'accord avec moi que le territoire est beaucoup plus fréquenté et là, il va falloir avoir une exigence au niveau de la surveillance du territoire. Il faudrait en amont protéger ces touristes qui vont entrer en Côte d'Ivoire sans visa. Et donc, la réflexion est en train d'être menée avec le ministère. Vous avez dit protéger, oui, ça veut dire quoi? Ah non, mais un touriste qui arrive... Renforcer la sécurité, dans n'importe quel pays, le touriste a besoin de sécurité. Alors, ce qui est clair au moins, dans ce qu'on retient de clair pour le business du tourisme, c'est que vous suggérez que si les visas effectivement sont supprimés, il y aura plus de touristes qui viendraient. Et effectivement, je veux dire, le visa fait partie des barrières qui font que les gens ne visitent pas aussi facilement, comme on appelle ça, les pays. Alors, il y a aussi, dans le cas du Sénégal, un tourisme de type plus authentique. On est vraiment proche de paysages, de la nature, de paysages qui nous dépaysent, c'est ça? Alors, dites-nous, est-ce que vous connaissez le Ciné Saloum? Très bien. Je le connais très bien, je connais bien le Sénégal et je vous assure que nous sommes en mesure de proposer ici en Côte d'Ivoire des circuits pour 2-3 personnes. Je dis bien pour 2-3 personnes, de dépaysement total avec des endroits inédits. Et nous en avons une multitude, beaucoup plus riche encore. Que recherchent les touristes? De l'expérience, de l'authenticité, de l'étonnement, la surprise? De la surprise, apprendre quelque chose, savoir comment pousse l'ananas, comment on obtient le latex. Et ce qui nous manque, on a déjà des structures pour pouvoir faire connaître ça aux touristes, mais ce qui nous manque, c'est un petit peu plus d'environnement. Par exemple, dans une plantation de latex, avoir un petit campement confortable, agréable, pour pouvoir accueillir ces touristes qui viennent visiter la plantation d'EVA. On a la nacarde maintenant, qui est un magnifique fruit, et faire visiter, qui donne la noix de cajou. On a plein de choses comme ça. C'est ça qu'il faut développer aujourd'hui, apparemment, parce qu'on a déjà une longueur d'avance sur l'agriculture et des produits sur lesquels on est leader, la noix de cajou, etc. Donc ce serait bien de greffer du tourisme, et c'est ça aujourd'hui qui est une piste à développer. Oui, mais je pense que déjà vous avez eu la réponse dans le reportage de avec la visite tout à l'heure. Il a dit le cacao pourrait être utilisé comme un produit d'appel. Parce qu'aujourd'hui, vous avez pas mal de touristes étrangers qui connaissent la plaquette de chocolat, mais qui n'ont jamais vu une cabosse de cacao. C'est bien, on parle de faire venir des touristes et tout ça, mais est-ce que vous-même, vous connaissez déjà votre pays? Est-ce que les gens du ministère du Tourisme savent déjà ce qu'ils doivent présenter? Moi, par exemple, comme j'ai dit, je maîtrise mieux ma zone du sud-ouest et tout ça. Si je veux aller découvrir Dawa, Taki ou le Nawa et tout, j'ai pas de pancarte qui me disent que bon, il faut passer par ici et tout. C'est tout ça déjà qu'il faut faire. Nous, cet écosystème-là qui est remis pour que nous, on puisse travailler derrière. En fait, c'est la notion de prise en charge justement du touriste qui est prise en charge depuis le début jusqu'à la fin. Il a le sentiment que tout est déjà préparé et qu'il n'a qu'à rentrer dans le circuit et puis il profite de ses vacances. Il faut être présent dans les revues touristiques. Si nous ne sommes pas présents, le Sénégal est présent dans toutes les revues des grands tours opérateurs. La Côte d'Ivoire est absente. En tout cas, ce que j'aurais retenu de cette émission, c'est qu'il faut plus de communication entre les différentes parties prenantes. C'est vrai, je sais que le gouvernement, vous parlez avec les acteurs, mais il faut beaucoup plus de communication pour qu'on soit beaucoup plus efficace. On ne pourra pas aborder tous les sujets
sujet. Je vais quand même donner la parole à Pamela Manzan pour une conclusion. En dehors de la Côte d'Ivoire, est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres destinations intéressantes en Afrique de l'Ouest? Énormément. Ouais. Le Ghana, déjà. Ghana. Moi, j'aime beaucoup aller au Ghana. J'aime beaucoup aller à Dakar aussi, au Sénégal. Dans l'Afrique de l'Ouest, bon, il y a déjà ces deux pays que je vois. Les autres pays sont aussi intéressants, mais touristiquement, le Ghana et le Sénégal, pour moi, ce sont des pays à suivre. Parce que le Ghana, en termes de services, on parlait de services, je veux parler des anglophones qui savent bien le faire. Et puis Dakar, parce que bon, ils ont ce sourire-là que nous, on n'a pas forcément. Ils ont cette manière de nous recevoir et tout. Voilà. Donc je crois fermement. Mais je pense que la Côte d'Ivoire est bien au-dessus. Je sais pas, c'est pas parce que je suis ivoirienne, mais alors, on a des sites magnifiques. Oui. Alors c'était censé être la dernière question, mais je vois que Marie-Reine Koné a envie d'emboîter le pas à Pamela, allez-y. Oui, mais moi je suis persuadée que... Nous concluons, faites-nous rêver. Je rêve et je suis persuadée que le développement du tourisme dans notre pays est tributaire du développement du tourisme dans notre sous-région. Parce que faire venir un touriste en Côte d'Ivoire n'est peut-être pas encore suffisant. Il faut lui offrir peut-être d'aller à côté, d'aller faire un tour au Ghana, d'aller faire un tour d'aller faire un tour au Burkina Faso, au Mali, au Niger, et faire un circuit africain. C'est un circuit sous-régional. Mais bien sûr. C'est pas mal ça. Et ça, c'est un rêve. C'est vraiment un rêve. Alors, on va conclure sur ça. Pamela Manzan, Enoblé, Marie-Reine Koné, Daniel Andy, merci infiniment. Et on salue le ministère du Tourisme et des Loisirs qui nous a envoyé, plus que vous, une véritable délégation. Merci infiniment. En tout cas, merci à vous, chers invités, d'avoir participé à cette émission. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous le jeudi 15 août pour notre dernier numéro de Made in Africa dans cette saison. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.rti.ci ou sur l'application RTI Mobile. Vous pouvez aussi suivre nos activités sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas, Made in Africa pour Facebook et Made in Africa TV pour Instagram et Twitter. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission, aux équipes de production d'Éléphant Africa, mais aussi aux équipes de la RTI pour la réalisation. Et je vous souhaite une excellente suite de programmes sur RTI1.